nous suivez de partout, vous faites bien, mesdames et messieurs. Merci encore une fois de plus pour cette confiance que vous nous renouvelez dans le cadre de votre émission Savoir en parler. Aujourd'hui, nous allons nous appesantir sur les différents discours prononcés jusque-là par rapport à cette 76e session des Nations Unies. Alors, nous allons nous intéresser aux questions vertes parce que il s'observe, ou encore il s'est observé que les enjeux écologiques mondiaux ont été à maintes fois évoqués et on se rend compte que c'est beaucoup plus des appels à la redynamisation justement des actions qui devraient être menées ou qui doivent être menées en faveur justement de la résolution de ces problèmes, notamment les changements climatiques qui est en train d'impacter fort négativement l'humanité toute entière. Alors, dans le cadre de votre émission, nous allons recevoir un expert en environnement, chef des travaux, lui, c'est Désiré Konga. Bienvenue. Merci, monsieur Michel. Alors, vous êtes expert en environnement, vous êtes un scientifique, vous avez certainement suivi les différents discours qui ont été prononcés du haut de la 76e, voulais-je dire, 76e, donc 76e session des Nations Unies. Alors, à maintes reprises, les chefs d'État, que ce soit le patron de l'ONU, reviennent sur les enjeux écologiques et de l'heure. Quelles étaient vos impressions, ou pour ne pas dire quelles sont vos impressions? Oui, merci, Michel, pour la préoccupation. J'ai suivi religieusement le discours de notre chef de l'État, son Excellence Antoine Félix Tshilombo. Bon, personnellement, au moins cette fois-ci, je pense que la voix de la RDC était vraiment au rendez-vous. Parce que actuellement, rappelez-vous, c'est chaque fois que moi j'ai toujours dit sur ce plateau qu'il faut une diplomatie agissante pour pouvoir, n'est-ce pas, amener le monde à comprendre véritablement que c'est en République démocratique du Congo où on peut facilement obtenir ce que nous appelons la protection mondiale, la préservation de forêts. C'est en République démocratique du Congo. Et bravo, le chef de l'État prend maintenant le bâton de commande qui dit clairement, en ce qui concerne la République démocratique du Congo, et c'est une manière de vanter, de présenter, n'est-ce pas, les ressources qu'égorge la République démocratique du Congo auprès de bailleurs de fonds, même à travers le monde. Mais ça a toujours été fait. Oui, et ils le savent. Ils savent que la République démocratique du Congo est un pays écologiquement béni. Je vais même ajouter écologiquement correct. Ils sont au courant de ces questions. De temps en temps, on ne cesse de vanter ou de parler de toutes ces ressources naturelles dont nous disposons. Et que ce soit nos forêts, que ce soit cette grande biodiversité qui continue à faire la fierté de tous les Congolais, que ce soit nos ressources en eau aujourd'hui avec la problématique qu'il y a avec l'assèchement du lac Tchad. Ces autorités sur le plan mondial sont au courant de tous ces enjeux, de toutes ces questions. Ce n'est pas une première fois. Alors lorsque vous vous attelez sur le fait le chef de l'État a eu à vanter une fois de plus toutes ces ressources, c'est ce qui a toujours été fait. Oui, là vous avez parfaitement raison, mais je vous donne une nouvelle, une nouvelle peut-être que vous n'êtes pas encore informé, mais je vous dis que quand on complotait, puisque là, il s'agit bel et bien d'un complot international contre la République démocratique du Congo. Et là, il s'agissait, bien entendu, de transfèrement des eaux du bassin du Congo vers le lac Tchad. Mais qu'est-ce qu'on a constaté? Vous êtes d'accord avec moi, puisque ça a fait couler entre les salives, tout ça là-dedans. Qu'est-ce qui était passé? On organisait des conférences pour pouvoir tirer cette eau-là, amener cette eau-là du bassin du Congo vers le lac Tchad sans pour longtemps intéresser la République démocratique du Congo. Là, et d'ailleurs, je vous informe que bientôt là, mon ouvrage va sortir sur ce point-là, où j'ai intitulé La géopolitique de l'eau en Afrique centrale. Et là, il s'agit de transfèrement des eaux du bassin du Congo
vers le lac Tchad, un véritable problème écologique, économique, et ainsi de suite. Alors, même si on pouvait se réunir sans la République démocratique du Congo, on finirait par associer parce que les actions qui devaient être menées partiraient justement de ce grand pays. Non, je vous informe que à propos de ces transfèrements de ces eaux, des eaux du bassin du Congo, il semblerait que la République démocratique du Congo avait donné son accord. Oui, mais on a suivi. Mais maintenant, on a suivi beaucoup, beaucoup d'acteurs politiques et j'ai vu même certains conseillers du président de la République rebondir sur cette question pour dire que non, c'est au nom de la solidarité africaine, au nom du fait que ces questions-là ne concernent pas seulement ces États. Alors, quand vous dites qu'on aurait autorisé, mais est-ce qu'en amont, des études ont été faites pour se rendre compte des différents dégâts ou différentes conséquences exactement, que l'on peut enregistrer? Exactement. Si certaines personnes pensent qu'il fallait transférer ces eaux-là pour avoir l'argent, je vous dis, cher ami, c'est extrêmement gravissime. Ça, c'est le premier élément. Heureusement que vous avez ajouté encore gravissime. Gravissime. C'est encore un superlatif. Ok. Mais je vous dis que cet accord-là a été bloqué par notre Parlement. Vous comprenez? C'était bloqué au niveau du Parlement parce qu'il fallait que le Parlement puisse ratifier cet accord-là de manière un peu abracadabrante qu'on a signé cet accord-là. Mais techniquement, il y a le professeur Kabassili qui a aussi publié un ouvrage là-dessus et scientifiquement, il a démontré beaucoup d'histoires là-dessus. Vous voyez, je vous donne un exemple palpable. Vous savez, la rivière, la rivière Ubangui, par rapport au lac Tchad. Vous voyez, rivière Ubangui est en altitude par rapport au lac Tchad. Donc, il suffit seulement qu'on tue une partie de cette eau-là. Donc, tous ces eaux-là vont se déverser vers le lac Tchad. Ça, c'est le premier élément. Or, la rivière Ubangui ravitaille le fleuve Congo. Et c'est ce qui augmente un tout petit peu, comme beaucoup d'autres cours d'eau qui alimentent. Alors imaginez-vous qu'aujourd'hui, qu'on essaye un peu de priver le fleuve Congo de ne pas amener, n'est-ce pas, la rivière Ubangui vers le fleuve Congo. Qu'est-ce qui va arriver? Expliquez-nous, vous qui êtes scientifique. Oui, effectivement. Parce que si on peut, à partir de cette analyse-là, le fleuve Congo a beaucoup d'affluents. Les citoyens congolais qui étaient à la maison, qui étaient en train de nous suivre, qui n'est pas aussi environnementaliste comme vous, il vous a dit, bon, on peut quand même céder une partie de ces eaux de la rivière Ubangui. Ça ne dérangerait pas parce que le fleuve Congo continuera à exister avec les autres affluents. Alors vous, qui êtes environnementaliste, expliquez techniquement comment c'est difficile et impossible que l'on puisse se livrer à une telle action. En tout cas, je vous dis, techniquement, impossible d'amener cette eau-là vers le lac Tchad. Quels seront les enjeux? Je démontre. Le premier élément, d'abord, je vous ai dit que le fleuve, ou alors disons la rivière Ubangui, est en altitude par rapport au lac Tchad. Donc il suffit seulement parce que, c'est ce qui est grave, mon frère. Au moment où je vous parle, on a déjà trouvé 2 entreprises qui doivent mettre en exécution ces projets-là. Il y a Bonifica de l'Italie, et il y a Powell China, donc une entreprise chinoise. Vous voyez. Alors, avec un budget de plus ou moins 14 milliards de dollars. Alors, le bassin de lac Tchad, avec les différents pays qui entourent le lac Tchad. Je vous dis, chaque jour, ils organisent des conférences, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, sans pour longtemps intéresser la République démocratique du Congo. Bon, ils réfléchissent déjà en et amont. Le temps d'arrêter des stratégies et puis venir contacter la RDC. Effectivement. Et c'est pourquoi ils sont arrivés même au niveau où on commence déjà à collecter de l'argent. Vous voyez, pour mettre en exécution ces projets-là. Mais techniquement, qu'est-ce qui va arriver? Je vous ai dit ici que notre barrage d'Inga, qui aujourd'hui, puisque quand on parle de Grand Inga, donc à partir de ces barrages-là, nous pouvons électrifier l'Afrique entière. Et à partir de
de quelle eau? C'est à partir du fleuve Congo. Mais quand on diminue, on tire l'eau de l'Ubangi, donc automatiquement, on va réduire la grande capacité, la quantité d'eau qui devrait arriver au niveau de Inga. Déjà, à ce niveau-là, ça pose un problème. Mais également, à côté, pour votre information, déjà même la Zambie est en train de convoiter, en train de vouloir tirer aussi la rivière Kassai vers la Zambie. Déjà, à ce niveau-là, ça pose aussi un problème. Et puis, il y a d'autres experts qui pensent que il faut prendre cette eau-là, à partir de l'embouchure. Vous voyez? Là où le fleuve se déverse dans l'océan. Le fleuve se déverse dans l'océan. Là où il n'y aurait pas d'impact. Là, il n'y aura pas d'impact. Mais techniquement, je vous dis, non, il y aura toujours d'impact. Impact à quel niveau? Parce que en termes de cette quantité-là, si on va au niveau de l'embouchure et que l'on tirait, expliquez techniquement à ceux qui nous sont tratés de nous suivre, qu'ils comprennent quand même. Oui. Je vais vous expliquer. D'abord, vous devez savoir qu'à partir de l'embouchure du fleuve Congo, vers le lac Tchad, arrivé quelque part, il y a des chaînes de montagnes. C'est à partir de Mbandaka. Il y a des chaînes de montagnes. Cela veut dire quoi? Il faut pomper cette eau-là par gravitation. C'est-à-dire, il faudrait pomper l'eau de manière à ce que ça puisse monter et puis ça puisse se déverser au niveau de lac Tchad. Déjà à ce niveau-là, même les concepteurs du projet ne vont pas accepter. Puis c'est pour eux, c'est coûter à ce niveau-là. Deuxièmement, je vous dis, et là c'est un principe purement physique qui dit ceci. Regardez, la quantité d'eau du fleuve Congo qui se déverse dans l'océan. L'océan est appelé, vous connaissez bien l'océan, c'est une eau salée, n'est-ce pas? C'est Atlantique. Oui, Atlantique, c'est une eau salée. Qui est salée, qui n'est pas douce. Qui n'est pas douce. Alors, la quantité... 50 000 mm3. Voilà, la quantité d'eau du fleuve Congo qui se déverse chaque seconde dans l'océan. Il suffit seulement que vous tirez quelque part, vous voyez, cela veut dire la quantité là va diminuer. Alors, même après 10 ans, après 15 ans, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir que l'océan aura la tendance de monter et puis commencer à occuper le lit. Donc, entre maintenant dans le fleuve, petit à petit, ça pousse le fleuve. Alors, imaginez-vous que ces tronçons-là, après autant d'années, ça va impacter négativement sur le fleuve Congo et les autres affluents. Voilà, et les écosystèmes, la biodiversité de ces côtés-là. Vous voyez, déjà à ce niveau-là, ça pose un problème. Je prends encore un autre élément. Même s'il faut, il y a d'autres qui pensent qu'il faut amener cette eau-là par... comment dirais-je, par des canaux. Il faut creuser ou je ne sais pas moi pour amener cette eau-là. Mais s'il faut creuser à partir du fleuve, mais ce canal-là va passer par où? Ça va passer soit par la République démocratique du Congo ou soit ça traverse Brazzaville et puis jusqu'au lac Tchad. Mais ça va aussi impacter. Sans oublier que là où ce canal-là va passer, il y a quoi? Il y a comment dirais-je? Il y a des parcs. Il y a des espèces à préserver. Il y a des espèces à conserver. Vous comprenez? Alors donc, c'est pourquoi vous verrez que, en tout cas, cette histoire-là, ces projets-là, je salue Madame la ministre de l'Environnement actuelle, parce qu'à cette époque-là, elle était députée. Et elle avait soulevé cette question. Elle avait soulevé ces problèmes. Elle avait pris la parole. Pour dire à ses collègues députés, et c'est elle d'ailleurs qui avait inventé le bois, qui avait dit qu'il semblerait, selon l'information qui était à sa possession, que la République démocratique du Congo avait donné son accord. Très bien. Et ce qui est grave, et c'est ainsi que les députés, et paix à son âme, même Lokondo, le vieux Lokondo a pris la parole pour dire au président de séance, puisque à ce moment-là, c'était le vice-président de l'Assemblée nationale qui avait, comment dirais-je, dirigé la plénière ce jour-là. C'est Rémi Massamba. Alors, il a dit, mais finalement, il faut écrire officiellement. Il faudrait que la République démocratique du Congo puisse écrire officiellement à l'ONU pour dire non, on ne doit pas accepter de donner cette eau-là à nos frères. Nous connaissons bien. Il ne suffit pas seulement donner cette eau-là et créer encore un autre problème. Voilà. Sinon, c'est ce que les chrétiens disent,
déshabiller Saint-Paul pour Habiller habiller Mais Saint-Pierre. vous avez évoqué la vice-première ministre, ministre de l'Environnement, aujourd'hui, Bazaïba. Oui. Mais à l'époque, elle a parlé. Mais aujourd'hui, il y a des conseillers de la présidence de la République qui défient dans des chaînes de télévision pour appuyer ces projets. Mais elle ne s'exprime pas aussi pour dire non, comme elle a fait hier. En tout cas, mon frère, on ne doit pas... nous sommes en République démocratique du Congo. Et je vous dis clairement qu'en République démocratique du Congo, il y a des lois. Vous voyez, la Constitution est là. Et il y a aussi des lois sur réglementant, comment dirais-je, sur des eaux douces qui existent bel et bien. Donc, nous ne pouvons pas violer. Qu'est-ce que dit la Constitution? La Constitution dit ceci. Si vous voulez prendre une partie, et là je suis très simple, avec un français facile là, vous voulez prendre une partie de votre terre, une partie de votre forêt, une partie de vos eaux. Si vous voulez donner à un autre État, il faudrait que cela passe par quoi? Par le référendum. Voilà. Alors déjà à ce niveau-là, On est bloqué. On est bloqué. Voilà, à ce moment, bloqué. Oui. C'est bien de le dire. Mais il faut que cette population soit informée de ces questions. Parce que le débat que nous sommes en train de faire, jusque-là, il est scientifique. Le Congolais, là, le citoyen lambda qui est, je ne sais où, en train de nous suivre, ou ce n'est pas tous les Congolais à la maison qui comprennent ces enjeux. Il faut des messages de vulgarisation, de sensibilisation, pour que cette population comprenne les enjeux qui entourent. Parce que lorsqu'aujourd'hui, il y a certains compatriotes congolais, c'est vrai que nous sommes en train d'évoquer la question liée à cette 76e session de l'ONU, mais parlons-en quand même. Il y a certains scientifiques, certains acteurs politiques qui appuient les projets, qui estiment qu'il faut que la République démocratique du Congo puisse agir par solidarité africaine. Mais on se pose la question, est-ce qu'il n'y a pas des scientifiques qui entourent justement tous ces acteurs politiques pour leur faire comprendre les différentes conséquences négatives que l'on peut enregistrer si on arrivait à céder justement à toutes ces manœuvres que l'on peut mettre en place pour que nous puissions nous céder justement le bassin, si vous voulez, de la rivière Ubangui. Aujourd'hui, on parle aussi de la rivière Ouélé et aussi citée dans le même cadre. Je vous dis, Michi, quand je suis mes collègues scientifiques congolais arrivent à ce niveau-là, franchement, je vous dis... c'est la mort dans l'âme. Je ne sais même pas comment exprimer mes sentiments. En tout cas, c'est très grave. Je vous dis aujourd'hui que Nil, le fleuve Nil, depuis que l'Égypte a dit niet, personne n'a jamais déclaré Nil étant comme un fleuve ou, comment dirais-je, une eau douce où on doit distribuer n'importe comment. D'ailleurs, aujourd'hui, avec l'Éthiopie, il y a des problèmes. Voyez, je pense que les chefs de l'État connaissent bien ce dossier-là. La Jordanie, depuis que le Jourdain, la Jordanie a dit niet. Mais il n'y a personne qui doit déclarer le fleuve Jourdain étant comme un patrimoine mondial. Non. Mais alors, le chef de l'État, puisque nous évoquons cette session de l'ONU, mais le président de la République a aussi été clair par rapport à tous ces aspects, lorsqu'il parle de l'ONU, qu'il faut que l'on puisse revoir un peu certaines, si vous voulez, clauses ou certains aspects liés au fonctionnement de cette organisation mondiale. Mais l'aspect lié au rapport de force, il en a parlé. Mais vous devez être puissant, vous aussi, pour que vous puissiez contrer tous ceux qui peuvent solutionner de telles actions. Vous l'aviez dit, on organise des réunions, des conférences sur les eaux de la RDC sans la RDC. C'est parce qu'on ne vous respecte pas. Et on ne vous respecte pas. Pourquoi? C'est à vous de répondre à cette question. Ça veut dire que nous, Congolais, nous devons répondre à cette question. On ne nous respecte pas. Pourquoi? Est-ce que nous sommes sérieux? Est-ce que nous savons mesurer la teneur des actions que nous menons vis-à-vis justement de nous-mêmes? Quand vous évoquez ou j'évoque ici qu'il y a certains scientifiques congolais, je dis bien acteurs politiques. Ici, je ne les prends pas comme des scientifiques. Je prends que certains acteurs politiques qui sont
pour le fait que l'on puisse orienter les eaux de la rivière Ubangui vers le lac Tchad au nom de la solidarité africaine, sans mesurer justement les différentes conséquences qui peuvent en découler. Là, c'est grave, disons-le. Oui, mais je pense que vous pensez que pour développer la République démocratique du Congo, puisque c'est là le soubassement, c'est là où ils évoquent beaucoup, hein, puisque c'est là où il y aura beaucoup de dollars, il y aura beaucoup de millions, il y aura beaucoup de milliards. Mais non. Mais les générations à venir. Voilà, les générations. Qu'est-ce qu'on va faire de ces générations-là? Effectivement. Et non pas seulement ça, cher ami. Vous pensez vraiment pour développer la République démocratique du Congo, il faut seulement donner les eaux, brader les eaux de la RDC pour développer la République démocratique du Congo? Non. Vous voyez, rien qu'avec l'agriculture, mais nous pouvons développer la République démocratique du Congo. Il ne faut pas seulement, il faut de l'eau, il faut brader nos cours d'eau. Nous avons déjà nos forêts qui jouent déjà un rôle important dans le maintien de l'équilibre écologique. Est-ce que nous tirons comme des dividendes par rapport à ces forêts-là? Donc il ne faudrait pas seulement, il faut de l'eau, il faut de la... Alors moi, quand on parle de cette histoire-là, apparemment je dis, mais est-ce que nous sommes vraiment sérieux? Mais le président de la République a évoqué toutes les différentes ressources naturelles dont dispose la République démocratique du Congo. Et il était clair pour dire, exploiter, ah oui, mais à condition que le Congolais puisse tirer profit. Oui, mais il y a des mécanismes qui doivent suivre pour que nous puissions tirer réellement profit en interne. Effectivement, Michel, vous savez... le président de la République a dit tout haut, c'est que les Congolais disent tout bas. Non, vous comprenez? Les Congolais n'ont pas à dire tout bas, c'est la voie autorisée. C'est normal. Joseph Kabila, à son temps, avait aussi le temps pour dire la même chose. Félix Tshisekedi aujourd'hui dit la même chose. Mais le problème, c'est le fait que nous soyons aussi organisés en interne. Non, quand je dis ça, qu'est-ce que moi je voudrais dire par là? Donc, il ne suffit pas de dire pour satisfaire le bailleur ou pour satisfaire les grandes puissances. Non. Vous voyez, quand vous dites quelque chose, il faudrait comment dirais-je, de mesures d'accompagnement puissent suivre. À l'interne d'abord. À l'interne d'abord et avec une diplomatie très agissante. Mais avec les présidents actuels, j'ai comme l'impression qu'en réalité, quand il dit quelque chose, ce n'est pas de la blague. Oh, alors, vous allez dire, s'il vous plaît, laissez-moi poser des questions. Oui. Nous sommes ici pour analyser les faits. Exactement. Nous ne sommes pas là pour parler des individus en soi. Mais je pense qu'il faut évoquer. Lorsque Joseph Kabila, à l'époque président de la République, parlait de ces questions, il n'était pas sérieux. C'est la question que je vais poser. Ça fait à dire. Joseph Kabila l'a fait. Il a haut et fort fait comprendre à ses bailleurs de fonds, à la communauté internationale qu'il fallait respecter la République démocratique du Congo. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, actuel chef de l'État, dans la même vision, est en train de chercher aussi à faire, à pousser justement cette communauté internationale à pas seulement respecter la RDC, mais surtout à faire en sorte que le Congolais tire profit de toutes ces ressources. Alors il ne faut pas dire que actuellement seulement il y a non, il faut bien parler pour que ceux qui nous suivent puissent bien comprendre. Exactement. Il ne faut pas entrer dans des débats qui vont créer des histoires politiques. Non. Ici nous analysons les scientifiques. Moi je pense qu'il y a toujours une différence. Non, différence, il faut dire. Oui, exactement. C'est ce que je vais arriver. Il y a toujours des aspects que l'on peut ajouter. Voilà. C'est normal. Je vous dis ceci. Aujourd'hui, les chefs de l'État est en train de vouloir revoir plusieurs accords signés avec les partenaires en République démocratique du Congo. Par exemple, sur l'exploitation, par exemple, sur l'exploitation de nos ressources. Parce que c'est de là il s'agit. Mais Joseph Kabila a laissé un code minier vous comprenez? Qui avait fâché certaines officines étrangères. Mais quand alors, actuellement, qu'est-ce que je voudrais dire par là? Vous allez voir que le chef de l'État actuel, on ne fait pas la politique, on est en train de faire seulement des analyses, on est en train
Parlons de la République démocratique du Congo, parce que nous sommes entrés dans, dans cet aspect des choses, parce que vous aviez dit, le chef de l'État l'a fait, a dit ce que les Congolais disent tout bas, mais c'est normal. Le président de la République, c'est lui qui engage la République. Dans de telles assises, il n'y a que lui qui peut porter officiellement la voix de la République démocratique du Congo. Alors la suite, c'est que le chef de l'État a une vision, le chef de l'État a dit tout haut, mais au niveau interne, il faut que les Congolais s'organisent de manière à ce que l'on puisse accompagner cette vision, arriver à sa matérialisation. C'est là où le problème se pose. C'est pourquoi quand je fais une étude comparative... Éloignons-nous un peu de cette comparaison des individus. Parlons des actions concrètes qui doivent être menées en faveur des Congolais. Il faudrait qu'au niveau des Nations Unies, là où on trouve presque tout le monde, que le chef de l'État puisse donner clairement cette information, donner clairement, vous voyez, comment dirais-je, cette observation. Et à l'interne, qu'est-ce qui va se passer? Mais nous sommes Congolais. Les ressources de la République démocratique du Congo, ce ne sont pas les Congolais qui en bénéficient. Ce sont les étrangers. Mais il est allé dire tout haut devant ces gens-là qu'en réalité, vous pouvez effectivement exploiter, mais il faudrait que les Congolais en tirent profit. Mais c'est toujours ça. Alors, maintenant là où le problème se pose, c'est où on revient maintenant en République démocratique du Congo. Là où se trouvent ces gens-là. C'est là où il faut qu'il y ait des mesures. Quelle est la politique qui a été mise en place pour que justement au niveau interne, que nous puissions travailler pour que nous puissions nous-mêmes tirer profit de toutes ces ressources? Oui. Bon, en réalité, nous sommes dans un monde international. On ne peut pas vivre seul. On a besoin de coopérer. Le monde devient un village planétaire. On doit échanger avec les autres. On doit échanger avec c'est au nom de cette vision que certains acteurs politiques parlent de la solidarité africaine avec justement le transfert des eaux de Lubangui vers le lac Tchad. Cette solidarité-là ne doit pas s'appliquer de manière... Vous avez compris l'essence de ma question. De manière abracadabrante, vous comprenez? Cela veut dire quoi? Nous acceptons à ce que vous puissiez être chez nous, exploiter nos ressources. Mais en contrepartie, il faudrait que nous puissions bénéficier de ça. Mais ça, c'est toujours été comme ça. Lors des déclarations. Ça, ce sont des déclarations. Oui. Mais de manière concrète, en interne, quelles sont les différentes politiques qui ont été mises en place ou qui doivent être mises en place de manière à ce que l'on travaille et que nous tirions véritablement profit de toutes ces ressources. Vous avez évoqué ici la question de nos forêts. Nous avons un grand massif forestier qui est d'ailleurs aujourd'hui le premier poumon de la planète. C'est-à-dire qui maintient l'équilibre écologique aujourd'hui. Mais qu'est-ce que nous gagnons avec ces forêts? Commençons déjà là. Qu'est-ce que nous gagnons exactement avec ces forêts? On doit toujours commencer quelque part. Vous comprenez? On doit toujours commencer quelque part. Comment? Je vous informe. Vous informez toujours. Oui. Alors que vous êtes en face d'un journaliste qui est aussi bien informé. Effectivement, je sais que vous êtes aussi très bien informé que moi. Oui. Alors, il y a des commissions qui doivent travailler sur la coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et certains partenaires pour voir clair que, en réalité, il y avait un contrat qu'on avait signé avec vous pour que vous puissiez exploiter nos ressources. Et en contrepartie, il fallait nous faire ceci ou cela. Mais où sommes-nous? Au moment où je vous parle, il y a des commissions qui commencent déjà à travailler sur ce point-là. C'est pourquoi je vous ai dit que... C'est une très bonne chose. C'est pour que le Congolais tire profit. Il n'y a pas de problème. C'est pourquoi j'ai dit Nous attendons maintenant l'aboutissement. Oui, l'aboutissement. C'est exactement ce qui intéresse le Congolais qui est à la maison, qui est en train de nous suivre. Or, autrefois, ces gens-là étaient avec nous. Aujourd'hui, ils sont toujours là avec nous, mais on ne connaissait pas clairement est-ce que cet accord-là était comment. C'était pour nous construire combien de kilomètres de route, c'était pour nous construire combien de vous nous amenez beaucoup plus dans des débats, vous nous amenez beaucoup plus dans des comparaisons inutiles, alors que en réalité, nous sommes il y a la continuité de l'État et des actions doivent être menées justement en faveur justement des Congolais. Oui, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut commencer quelque part. Quand on initie, vous voyez, quand on initie des choses comme ça, cela veut dire
par ricochet, Très bien. on attend à quoi? L'aboutissement. À des résultats. Le Congolais attend les résultats, Voilà. les résultats de toutes ces actions qui peuvent être menées. Ok. Parce qu'aujourd'hui, avec la transition écologique, il y a certaines matières, pour ne pas dire ressources naturelles de la République du Congo, qui peuvent aider justement le monde à faire face même aux enjeux ou encore liés au changement climatique. Le chef d'État a évoqué notamment toutes ces ressources qui peuvent intervenir, par exemple, dans la fabrication des batteries et tout consort. C'est bien, on peut exploiter, c'est vrai, mais le chef de l'État revient sur le fait que les Congolais doivent tirer profit de toutes ces ressources. Ça, c'est ce que le chef de l'État a dit. Mais en interne, nous attendons aussi que l'on initie des actions qui iront dans le sens d'encadrer les choses pour que, au finish, les Congolais tirent réellement profit, rationnellement profit de toutes ces ressources. Exactement. Je suivis une vidéo dernièrement là. Ça m'a vraiment beaucoup touché que sur une route, une route, et là nous sommes à l'est, il y a des avions qui atterrissent. Vous voyez? Autant, 17 voilà. par jour, qui atterrissent. 17 ou 14. Donc là où il n'y a pas la présence de RVA, donc les avions atterrissent et transportent nos ressources vers d'autres cieux. Donc ça m'a beaucoup touché. Vous voyez comment on exploite. C'est jusque là. Vous voyez comment on exploite la République démocratique ou alors les ressources de la République démocratique du Congo. Alors question. Vous comprenez? Les autorités sont-elles informées ou pas? Voilà. Alors, à ce moment, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, personnellement, je donne... D'ailleurs, je suis d'avis que les autorités, telles qu'elles sont là, elles connaissent mieux et elles ne croisent pas les bras. J'ai comme l'impression qu'il y a déjà des actions, Quelles actions qui doivent... de manière à ce que les Congolais Désiré Konga, c'est ça. est-ce qu'on a besoin d'initier des actions ou de dire carrément, comme c'est illégal, comme c'est illicite, niet, stopper. On va évaluer ce qui a été fait et s'il faut réclamer quelque chose de ceux-là qui ont mené ces actions, on réclame. Ça veut dire qu'on continue à se comporter en des petits-enfants vis-à-vis de ces grands. Et voilà pourquoi... ces grands que l'on peut considérer comme étant des vrais apprentis sorciers. Et voilà pourquoi moi je dis tout à l'heure ici que bravo au discours du chef de l'État quand il a donné clairement sa vision sur les ressources de la République démocratique du Congo. Et je profite de cette occasion pour sensibiliser, conscientiser les experts qui sont à côté de lui. Et là, je vise plus le ministère de Mines, je vise plus le ministère de l'Environnement, je vise le ministère du Tourisme et ainsi de suite, de manière à ce que, après le discours du chef de l'État à l'ONU, que nous puissions sentir des actions concrètes sur le terrain, de manière à ce que, véritablement, les Congolais se retrouvent dans ces actions-là. Nous ne disons pas que les étrangers ne peuvent pas exploiter nos ressources. Non. Mais ils peuvent exploiter. D'abord rationnellement. Mais rationnellement, de manière à ce que vous et moi, nous puissions aussi nous retrouver. Nous attendons voir seulement la COP26. Ça va se passer comment? Qui va aller? Qui va rester? Qui va réellement représenter la République démocratique du Congo? Qui fera partie de la délégation? Nous attendons voir parce que le grand problème, c'est le sérieux. Vous savez, je vous ai dit, le chef de l'État a cette vision, une grande vision. Le chef de l'État s'est exprimé, mais en interne, qu'est-ce qui est fait? C'est là le problème, parce que c'est le sens sérieux qui doit justement animer notamment le gouvernement de la République, qui fera en sorte que nous puissions peser même devant tous ces États qui complotent contre les ressources de la République. Michel, je pense que vous êtes un éminent journaliste et environnementaliste. Vous maîtrisez beaucoup de choses sur l'environnement. Ici, je ne voudrais pas rester toujours dans la négativité. Très bien. Vous voyez, je ne voudrais pas rester dans la négativité. Je pense que c'est possible et c'est faisable.
Et À présentement là, condition, mais il faut présenter ces conditions-là. Oui. C'est ce que nous savons besoin de ces conditions. C'est possible, c'est pesable, je mais pense que quand vous partez, est-ce que parce c'est que vous avez soulevé le problème des COP, autrefois, qui étaient boutiqués de manière un peu, je ne sais même pas quel vocabulaire utiliser sur ce point-là, et qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas encore retomber sur les erreurs du passé. Vous comprenez? Et je pense que peut-être parmi nos téléspectateurs, il y a des experts de l'environnement, du ministère de l'Environnement qui nous suivent. Il y a aussi des experts de la présidence qui nous suivent. Que désormais, en tout cas, chers spectateurs, vous qui êtes concernés par... votre caméra est là. Par les COP, que cette fois-ci, qu'on puisse très bien recadrer la chose, qu'on fait une sélection véritablement, comment dirais-je, scientifique et écologique, et de manière à ce que les Congolais qui vont aller nous défendre, que cette fois-ci, qu'on puisse vraiment présenter la RDC en face du monde pour démontrer que réellement, c'est en RDC qu'on peut facilement protéger l'humanité. Vous comprenez? Ça, c'est ce niveau-là. Et puis, mon cher, c'est un peu... quand je vois, vous savez, quand le chef de l'État prononce son discours là, observez bien comment d'autres pays sont en train de suivre. Sont en train de suivre. Et effectivement, il y a d'autres pays, peut-être qui ne savent pas. Au Congo, qu'est-ce qu'on peut trouver au Congo? Je reviens sur la forêt. Est-ce que vous savez, d'ailleurs vous connaissez bien, que les tourbières du Congo actuellement dépassent, je ne sais pas moi, c'est vraiment une stratégie positive que le Congo, la RDC peut capitaliser pour positionner notre pays, vous voyez, à un niveau un peu très élevé. Vous voyez, même aujourd'hui d'ailleurs, je suis très ravi qu'aujourd'hui, ce n'est pas le bassin du Congo autrefois qui venait toujours après Amazonie, Mais aujourd'hui, nous sommes la première puissance. Voilà, nous sommes maintenant la première puissance mondiale d'ailleurs en termes de la forêt et tout ça là. Vous voyez, c'est une bonne chose. Donc nous ne pouvons pas reculer. Il faut vraiment c'est pourquoi je venais au départ là, je disais qu'il faut une diplomatie agissante. Et le chef de l'État est là au four au moulin. Quand il a donné déjà cette pulsion-là, quand il a donné cette vision-là, je pense que c'est à nous tous, nous Congolais, pour pouvoir le soutenir, d'accompagner le président de la République. Il ne faudrait pas que ça reste au niveau de Werba, et alors que nous voulons véritablement les praxis. Nous voulons être vraiment dans les praxis. Donc, c'est ça le vrai problème de Congolais. Donc, il ne suffit pas seulement, le chef de l'État a dit, c'est bien beau, il fallait qu'il dise ça, tout ça là. Mais en interne, nous devons nous mobiliser. Donc, il faut vraiment une mobilisation tout azimut pour voir un peu qu'est-ce que nous devons faire. Et surtout, comme je venais tout à l'heure de vous dire, comme on commence déjà à initier, il y a déjà des initiatives, ça et là, quelque part, pour inventorier, pour pouvoir identifier beaucoup des ressources où nos partenaires exploitent de manière un peu abusive, de manière un peu abracadabrante, sans pour longtemps tenir compte des Congolais. Je pense que cette fois-là, si on va dans cette direction-là, en tout cas, sincèrement, les Congolais vont se retrouver. Partout, il y a des exploitations et l'exploitation minière, la population est pauvre. Voilà. Partout, il y a l'exploitation de nos ressources forestières. Les enfants étudient à même le sol, pas des tableaux, pas des bancs. C'est oxymore, c'est contradictoire, c'est paradoxal. Les autorités de la République du Congo sont informées de toutes ces questions, de ce que je suis en train de dire. Alors, c'est comme pour dire, accepter cette tautologie, vous voulez dire qu'il faut que nous puissions nous réveiller. Surtout les scientifiques congolais doivent se réveiller. Oui. Bon, j'ai quand même l'impression que, apparemment, j'ai fait une étude là-dessus. J'ai compris que entre les scientifiques et le politique, la chose ne marche pas correctement. Au Congo. C'est seulement chez nous ici, en RDC. Et alors, ailleurs, donc ce sont les scientifiques qui donnent de matière, qui donnent de vision aux politiciens. Alors, le problème, c'est vous voyez, qu'est-ce qui fait qu'au Congo, alors, à ce niveau-là, ça ne marche pas? Non, mais le problème est au niveau de la conscientisation. Il faut conscientiser nos hommes politiques de manière à ce que... Pas seulement nos hommes politiques, même vous, les scientifiques. Oui, effectivement. Parce que c'est vous qui, quand vous traversez, vous oubliez votre casquette des scientifiques. Vous, les scientifiques.
Non, les scientifiques donnent toujours leurs avis. Hein. Ça, Mais dans ce cas, vous vous contredisez. Non, je confirme. Dans ce cas, vous vous contredisez. Non. Parce que Oui. Je ne contredis pas. tous ceux-là qui s'illustrent en scientifique, en même temps politique, quand ils viennent passer dans des chaînes de télévision pour appuyer le transfèrement des eaux des rivières ou de la rivière, je prends d'abord le cas de la rivière Ubangui vers le lac Tchad, ils sont informés, ils ont tous ces éléments que vous avez présentés. Mais quand ils viennent soutenir avec des exemples et surtout en s'appuyant sur le mot solidarité africaine, maintenant à ce moment-là, ils les disent en tant que scientifiques ou ils les disent en tant que politiques? Bon, mon cher, je vous donne un exemple probant. Un professeur d'université qui est le directeur de cabinet, vous voyez, d'un ministre. Vous voyez? Professeur d'université. D'université. Directeur de cabinet d'un ministre. D'un ministre. Vous avez compris? Ou alors, conseiller d'un ministre. Je vous dis, il donne ses avis. Mais pourquoi ça ne passe pas? Parce qu'on trouve que, bon, professeur, ce que vous avez dit là, vous voyez, c'est bien beau, mais en politique, voilà. C'est là où le problème se pose. C'est pourquoi j'ai dit que, en ce moment-là, maintenant, qu'est-ce que l'on fait? Vous voyez? Qu'est-ce que l'on fait? Alors, on vous pousse, malgré votre science, à dire le contraire de la science que vous avez. C'est pourquoi je dis ici que il faut d'abord commencer à conscientiser les hommes politiques. Parce que ce sont eux qui manipulent les scientifiques. Et ces scientifiques se laissent manipuler. Vous comprenez. Vous laissez aussi manipuler. Non, mais mon cher, la décision, c'est la politique. Mais scientifique, c'est scientifique. Vous comprenez. Désiré Conga. Nous sommes au Congo. Ici avec... Non, on n'a pas besoin d'être au Congo. Oui. Lorsqu'on est scientifique, on est scientifique. Effectivement. Là, vous voulez évoquer la question de la crise pour dire que si j'ai fait la sourde oreille, si je m'entête, on me met de côté, je n'aurais pu les Katukubianza qui me permettra justement de bien vivre. Effectivement, beaucoup de professeurs sont éjectés de cette manière-là. Je connais. Hein, parce qu'il a donné un avis contraire à son chef. Et en tout cas, cher ami, monsieur le professeur, je sais, mais votre thèse là, dans notre parti politique, ça ne peut pas passer, ça ne marche pas en tout cas. Et voilà. Alors, ce que vous dites signifie que, pour comme je n'ai jamais cessé de le dire, les politiciens congolais sont des distracteurs. Ça veut dire qu'ils finissent par devenir des distracteurs. Ils sont en train de distraire même l'opinion. Parce que lorsque vous dites ça, et qu'un scientifique qui a de la matière, qui mène une étude, il fait comprendre à une autorité politique que monsieur le ministre ou monsieur le conseiller, voilà ce que l'étude a présenté comme résultat. Nous ne devons que marcher dans ce sens-ci pour que nous puissions d'une part protéger la population et faire bénéficier au pays beaucoup de moyens. Alors le politique dit: merci beaucoup, professeur. C'est bien ce que vous avez fait, mais nous n'avons pas besoin de ça. Alors, dans ces cas, il est contre même la population. Et finalement, la politique sera une distraction dans ce pays. Oui, mais là, je pense que même un petit garçon sait que, en tout cas, le civisme politique en République démocratique du Congo, il y a un sérieux problème. Là, c'est connu de tout le monde. Je vais vous donner encore un exemple probant. Vous savez, quand on avait, comment on appelle ça, la cité à Kingabwa, là, cité du fleuve ou quelque chose comme ça, là, quand on avait construit ça. Il y avait un professeur, j'étais son nom ici. Il y a un professeur qui avait mené une étude. Il a trouvé que construire cette cité-là, donc c'est vouloir menacer les lits du fleuve Congo. Mais tôt ou tard, donc d'après ces études, vous voyez le gaz central, là où se trouve RFM, risque d'engloutir, risque de se retrouver sous l'eau. Et il a présenté. Mais je vous dis que ce professeur avait un sérieux problème. Vous voyez, un projet initié par le chef. Comment vous allez contredire, monsieur le professeur? Il était interpellé par les services spéciaux. Heureusement que vous me rejoignez. C'est ce que je vous ai dit au début. Alors, le président de la République a cette grande vision. Le président de la République a fait ce discours qui incarne justement sa grande vision qu'il a pour la République démocratique du Congo. Mais la grande question, c'est en interne. Oui, effectivement. Comment est-ce qu'on s'organise pour matérialiser cette vision de manière à ce que le Congolais puisse tirer profit de toutes ces ressources que le chef de l'État a inventées. Effectivement, c'est pourquoi je vous avais dit qu'on doit toujours commencer quelque part.
comme on commence déjà à initier des histoires pour pouvoir inventorier, identifier des différents projets qu'on a signés, des contrats qu'on a signés avec des bailleurs sur les ressources, sur l'exploitation de nos ressources, il faut qu'on puisse quand même voir clair sur ce point-là. Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire tout simplement que, bon, on essaye un peu d'être courtois, on essaie un peu d'être pour ne pas traiter. En matière de souveraineté, est-ce qu'on a besoin d'être courtois? Quand je dis que les politiciens congolais sont des distracteurs, en tout cas, je trouve que c'est un peu trop fort. C'est fort. C'est un peu trop fort. Mais moi, je trouve qu'il lui faut. Nous sommes partis des exemples. Non. Nous ne sommes pas. Oui. Il faut bien recadrer les choses. Nous ne sommes pas en train d'insulter nos acteurs politiques. Oui. Non. Nous sommes partis d'un exemple que vous aviez donné, d'un scientifique qui mène une étude. L'étude révèle les tenants, les aboutissants. L'étude révèle les différents avantages que le pays peut tirer, n'est-ce pas? Alors, on présente l'étude auprès d'un acteur politique, ministre qu'il soit, gouverneur qu'il soit. Alors, au lieu d'adopter l'étude telle que l'étude se présente, il dit non. Monsieur le professeur, mettez de côté votre étude, nous allons faire les choses à notre manière. Avec toutes les conséquences négatives que ça peut engendrer, ça ne nous intéresse pas. Alors en ces moments-là, qui est-ce qu'on est? On est un distracteur. Parce que lorsqu'on passera à la télé, on dira des choses comme pour aller dans le sens de l'intérêt de la population, alors qu'en réalité, on fait des choses contre cette même population. Et en ces moments-là, on est un distracteur. Oui, vous êtes libre de... c'est pourquoi moi je dis ici, nous devons... Vous avez peur d'affirmer ce que je dis. Non. Nous sommes partis d'un exemple. Non, exactement. Tout acteur politique qui se retrouverait dans cet exemple-là, alors il devra endosser. Oui, c'est ce que moi je dis. C'est pourquoi je dis ici que je ne dis pas que parmi les scientifiques, donc tous les scientifiques sont des anges. Non, je ne dis pas ça. Vous voyez, il y a aussi des scientifiques qui sont... Bon, nous comprenons. Mais mon problème, c'est quoi? C'est pourquoi je dis ici, comme piste des solutions, que le problème est au niveau de mentalité. Il faut commencer d'abord à conscientiser l'homme politique congolais. Vous comprenez? De manière à ce qu'il sache de quoi il s'agit exactement. Et à ce moment-là, c'est lui qui fera un pas vers les scientifiques. Puis c'est dans d'autres cieux. C'est le politique qui doit faire le pas vers... C'est le politique qui doit faire le pas vers le scientifique. Vous voyez, par exemple, en France, vous verrez que les scientifiques... Même avec la Covid, on a vu de temps en temps Macron, quand il parlait, il commençait toujours par dire les scientifiques ont estimé. Ont estimé. Leur place où? C'est dans des labos. Ce sont les politiciens qui doivent aller vers les scientifiques pour chercher de la matière. C'est pourquoi j'ai dit il faut commencer d'abord à conscientiser, à sensibiliser nos politiciens congolais. En tout cas, désormais, il faudrait que nos ressources qu'on est en train d'exploiter, que nous puissions quand même en bénéficier. Vous voyez? Donc c'est ça. C'est d'abord à ce niveau-là. Et petit à petit, c'est pourquoi je vous ai dit que je ne suis pas un scientifique catastrophiste où il faut absolument rester dans la négativité. Mais également, je pense que si on évolue dans ce sens-là, véritablement, nous allons aboutir quand même... Alors, il faut que l'on soit réaliste. On n'est pas catastrophiste. On n'est pas négativiste. Mais nous voudrions être réalistes. Connaissant notre pays. Babakama ekufela mbwa mupayane tamela rango. Biso toza ba imboka to ebi ndenge mboka na biso etambolaka. Yango musala tozosala awa ndenge tozolobela makambo oyo. Bakonzi baza kolanda. En même temps population za kolanda. Azo comprendre pe baza ko comprendre. Que population comme kososola que mingi tozora mikano oyo rencontraka vraiment avantage ya population te mingi ça veut dire to lingaka parfois makambu oyo ekutanaka na ba intérêt na biso ke ya population siko ba imboka na ba pandisango siko ba komi ko tanga ko sensibiliser population te na ndenge ndeko désiré ko ngaleki awa makambu to za ko loba za pour que population azala éclairée comme ça lobby tango ba décision zo zwama population azotala te azomona bi décision oyo za décision malamu pona biso
to se retrouver mboka na biso ko kene liboso économie mboka ko bonga environnement na biso ko la préserver ko la protéger to ko batela banyama na biso to ko batela bazama na biso en même temps to ko tirer profit na ba ressources wana parce que ba bailleurs libanda ba ko pesa mbongo na mboka na biso pour mboka na biso ça dit ko jouer rôle munene pour na ko préserver environnement ya mokili ozomona nde musala to za ko sala biso to ye awa na architecte tropicana to sataka na ba individu te awa to beta masolo ya ba politique te awa nde ezali mayele ndenge yoza nango wana to partager to échanger pour que bato baza kola na bakonzi na population ba comprendre ba enjeu oyo ezo ko caractériser mokili nde lelo to komi na suka ndeko Désiré Congo dernièrement peut-être un message que vous allez lancer à cette même population, un message que vous allez lancer aussi à ces acteurs politiques, à toutes les autorités pour que l'on finisse par capitaliser ces discours du chef de l'État et afin de les coucher justement dans des actions qui vont permettre à ce que nous tirions profit. Oui, merci, merci pour la synthèse de ce que vous venez de dire là. Le problème se situe à plusieurs niveaux. Hein. Le chef de l'État a prononcé son discours, un discours véritablement éloquent, un discours qui place la République démocratique du Congo sur une orbite où on doit quand même applaudir de ce côté-là, c'est bien. Je reviens à l'interne, comme vous avez évoqué tout au long de notre débat, qu'il faut qu'il y ait des mesures pour que les Congolais arrivent à bénéficier de les ressources naturelles que Dieu a mises à leur disposition. Alors à ce niveau-là, avant que le chef de l'État fasse ce déplacement-là vers New York, il y a déjà à l'interne des actions, des initiatives pour pouvoir inventorier tous les accords, même pas tous, mais quelques accords signés avec la République démocratique du Congo, avec des bailleurs, pour qu'on sache en contrepartie, donc la partie congolaise, qu'est-ce qu'on a déjà fait en ce qui concerne donc, du côté République démocratique du Congo. Et déjà de ce côté-là, je pense que c'est bien beau. Mais nous aussi, la population, il ne suffit pas seulement s'il s'agit de marches politiques, et alors là, la population se déverse sur la rue pour marcher. Mais il faudrait que la population puisse de bonnes actions. Il faut aussi applaudir, il faut aussi chercher à marcher pour que nos ressources puissent véritablement gérer. Merci voilà. Beaucoup. Merci beaucoup à Désiré Conga. Mesdames et messieurs, ça n'est fini. Merci à vous de nous avoir accompagnés. Merci d'ailleurs de nous rester fidèles. Merci à Job Bassaï qui nous a permis d'arriver jusque chez vous. Une fois de plus, merci à mon invité, Désiré Conga, expert en environnement, chef de travaux. Le débat a été houleux aujourd'hui et d'une bonne analyse. Et je crois que tous ceux qui nous ont suivis se sont retrouvés. Ils ont compris qu'il y a un grand travail qui doit être fait sur le plan interne en République démocratique du Congo, de manière à ce que nous puissions faire valoir d'abord nos ressources comme le chef de l'État l'a fait, mais surtout que la population puisse tirer profit de toutes ces ressources. Ça n'est fini. Merci pour la grande confiance. Restez nos fidèles. D'ailleurs, notre programme ne vous a jamais causé de constipation. Au revoir.